Oui, les révélations des experts mandatés par le gouvernement britannique sont sans appel. En fait, ils se sont penchés sur la structure et les méthodes utilisées par le Kremlin dans cette campagne de désinformation dans le cadre de la guerre en Ukraine. Et il s'agit littéralement d'une usine à trolls. En fait, une équipe composée d'employés et de stagiaires installés dans une ancienne usine à Saint-Pétersbourg qui est chargée d'inonder Internet avec la propagande du Kremlin. Alors, plus concrètement, c'est notamment via des applications de messagerie comme Telegram que ces cybersoldats recrutent des sympathisants et des soutiens pro-Poutine. Ils coordonnent ensuite des campagnes sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Tous les moyens sont bons. Alors parmi leurs cibles, il y a notamment des médias internationaux, des hommes politiques comme par exemple Boris Johnson, le Premier ministre britannique lui-même, et plus surprenant, des stars, David Guetta ou encore le groupe allemand Rammstein sont concernés notamment. Alors le gouvernement britannique veut plus impliquer les plateformes et les géants du numérique dans la lutte contre la désinformation russe, mais évidemment l'intention est plus facile que la mise en œuvre. Merci beaucoup, Élise Stern. Avec nous, un spécialiste de la question, Olivier Tesquet, journaliste spécialiste donc des questions numériques à Télérama. Est-ce que vous diriez que cette usine à trolls qui fabrique de la propagande, c'est un des aspects de la guerre d'information avec des moyens modernes ? Alors c'est incontestablement un élément important de la stratégie russe, alors de la stratégie russe pendant la guerre en Ukraine, mais c'est une stratégie qui a déjà été éprouvée depuis de nombreuses années, puisque ces exemples d'usines ou de fermes à trolls, comme on les appelle parfois, avaient déjà été documentés, notamment pendant la campagne présidentielle américaine de 2016, lorsqu'on avait découvert l'existence d'un organisme, on va dire, de ce type-là, qui s'appelait l'Internet Research Agency et qui opérait déjà depuis Saint-Pétersbourg, là, pour organiser notamment des manifestations factices, en tout cas imiter des mouvements sociaux pour organiser des événements sur le sol américain. Olivier Tesquet, à ceux qui pourraient sourire par les mots employés, il y a une réelle efficacité derrière ces trolls et leurs usines ? Alors c'est toujours difficile d'évaluer l'impact réel de cette stratégie, mais on sait que ça a des effets dans le monde réel, dans la société. Pour reprendre l'exemple justement de la présidentielle américaine, il y avait des manifestations qui étaient organisées et où par exemple vous vous retrouviez avec d'un côté des suprémacistes blancs et de l'autre des militants Black Lives Matter avec cette idée de monter certains pans de la société contre d'autres et de souffler un peu sur les braises de la contestation sociale et de se nicher un peu comme ça dans les interstices. Et les Russes l'ont fait quand même depuis quelques années avec un certain succès, cette entreprise de déstabilisation, on va dire, des institutions ou des sociétés dans les démocraties occidentales. Alors il y a ces entreprises de propagande sur le numérique, mais il y a aussi des cyberattaques, et en effet, vous le disiez, c'est une spécialité des Russes, des cyberattaques sur le terrain, sur les infrastructures ukrainiennes notamment, qui vont de pair avec les offensives militaires classiques. Alors ça existe. La petite nouveauté, je dirais, c'est qu'on s'attendait à une puissance de frappe assez considérable de la Russie. Il y a presque toute une mythologie qui entoure les hackers russes. Et depuis le début de la guerre, alors il y a eu des événements, évidemment, mais on n'en a pas vu tant que ça, ou rien d'aussi significatif que ce qu'on aurait pu imaginer, d'autant plus que l'Ukraine est le laboratoire, quelque part, des attaques et des hackers russes depuis maintenant quelques années, depuis le début de la guerre en 2014. Et l'Ukraine a développé, pendant toute cette période, un certain nombre de stratégies, est devenue peut-être un peu plus résiliente ou un peu plus efficace face à ces attaques, ce qui explique peut-être la raison pour laquelle les attaques russes sont de moindre amplitude par rapport à ce qu'on imaginait, et les attaques ukrainiennes, parce qu'elles existent aussi, sont peut-être, elles, finalement assez efficaces. Olivier Tesquet, est-ce qu'il y a la réciproque en face ? Il y a des attaques ukrainiennes. On sait que, par exemple, depuis le début de la guerre, des volontaires sont recrutés sur des boucles Telegram, par exemple, pour prendre part à un certain nombre d'actions, ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de soucis ou de questions, parce que dès lors que vous prenez part à un conflit sans être directement impliqué derrière votre écran d'ordinateur, vous êtes possiblement un belligérant et donc vous êtes susceptible d'être considéré comme un combattant et de subir les répercussions négatives de ce type d'opération. Donc on voit que ça fonctionne un peu dans les deux sens. Après, sur les fermes à trolls plus spécifiquement, c'est vrai que c'est une stratégie très russe qui est liée notamment à
des personnalités. Je pense notamment à Yevgeny Prigojine, qui est un proche de Poutine, qui est l'un des financiers du groupe Wagner. C'est pour ça qu'on le connaît, un groupe Wagner dont on parle de plus en plus, notamment au Sahel, et qui finance depuis de nombreuses années maintenant ces fermes à trolls. Et peut-être que cette stratégie-là a été davantage pensée du côté russe, où on ne voit pas tellement une distinction entre Internet et le monde réel, mais on parle d'espace informationnel qui serait un champ de bataille recouvrant un peu toutes ces dimensions et dans lesquelles les Russes sont assez agiles. Restez avec nous, Olivier Tesquet, pour réagir quand vous voulez à ce qui se dit sur le plateau. François-Bernard Huyck, vous disiez tout à l'heure, lorsque notre correspondant en parlait, voilà, vous disiez c'est pas nouveau. Je suis absolument du même avis que notre Olivier Tesquet. Effectivement, ça n'est pas nouveau. Il y a eu déjà, mais dès le début du conflit en Ukraine en 2014, il y a eu, si j'ose dire, des opérations de hackers dans les deux sens. Et en Occident, quand je dis en Occident, je veux dire dans les centres de recherche américains, mais aussi en France, à l'Élysée en particulier, où on a créé l'agence Viginum pour lutter contre ça. On est dans cette idée qu'il y a en Russie, il y en a aussi beaucoup en Chine, de ces fermes de trolls dont le but est pas, à la limite, pas de faire des informations, mais d'amplifier des mouvements d'opinion et de générer des flux d'attention, parfois en utilisant de faux profils. Ça existe, on y est prêt, et depuis 2016, si j'ose dire, dans les états-majors, on ne parle plus que de ça. Alors, je vous voyais réagir quand Olivier Tesquet parlait du financier du groupe Wagner, proche de Poutine, le fameux ex-cuisinier de Poutine. C'est-à-dire que le troll peut faire sourire, mais quand on sait que ça vient du bureau d'à côté de celui de Vladimir Poutine, on rigole même beaucoup moins. Nous sommes préparés. J'avais été impressionnée par le documentaire de Ksenia Bolchakova sur les Wagner, une des d'ailleurs seules qui a réussi à faire un documentaire dessus sans subir des conséquences vitales. Et pourtant, elle en a subi. Oui, pourtant elle a mais il n'y a pas laissé sa vie. Oui, donc c'est très bien. Mais en tout cas, j'étais impressionnée par ce système en fait de groupes et des entreprises qui s'occupent à diffuser ces trolls et justement en fait l'influence anti-française qu'il y a sur le continent africain. Aujourd'hui, oui, bien sûr. Aujourd'hui, il y a un parallèle d'ailleurs avec ce qui se passe en Ukraine. Oui, le coup du Mali, il y a un parallèle très fortement défini. Il y a beaucoup d'ailleurs sur Twitter, j'avais remarqué beaucoup de comptes qui ont été créés entre décembre 2021 et avril 2022 qui justement réagissent d'une manière assez directe et rapide à certains messages des Ukrainiens, des officiers ukrainiens ou des Français. Voilà, aussi. Oui, clairement, c'est tout à fait vrai ce que vous dites sur l'Afrique. Et ça revient au sujet qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que précisément, on ferait bien, nous, Français, de concentrer, ce qui n'empêche pas, encore une fois, tout ce qu'on a évoqué préalablement, mais de concentrer nos efforts sur ce qui se passe en Afrique, parce que là, ce qui se passe en Afrique est assez grave pour nous. On est en train de se faire dégager de plusieurs pays. On a pu résister, heureusement, récemment, là, sur une mise en scène qu'avaient fait les Russes sur un massacre au Mali, et des drones nous ont permis de restituer la vérité juste à temps. Mais il n'empêche la découverte d'un charnier. Vous voyez, on voit comment on concentre nos efforts beaucoup sur ce qui se passe en Ukraine, encore une fois, à juste titre, jusqu'à une certaine proportion, mais qu'on délaisse, nous, nos propres intérêts en Afrique, là où, pour le coup, il y a une action russe qui est très forte et qui se nourrit d'autant plus de ce qui se passe en Ukraine pour décrédibiliser la France en Afrique. Olivier Tesquet, on sait que les Russes font de l'ingérence, notamment dans la vie politique intérieure, aux États-Unis, même en France, pendant les élections. Est-ce qu'on est suffisamment armé contre l'arme cyber des Russes ? Alors, François-Bernard Huyck soulignait à juste titre la création de Viginum, cette agence qui est placée sous la supervision de Matignon et qui est chargée de détecter les ingérences étrangères, qui a été lancée peu de temps avant la présidentielle. Et il y a un certain nombre de pays qui sont évidemment scrutés avec beaucoup d'attention. On pense évidemment à la Russie, on pense à la Chine, on pense à l'Iran peut-être aussi dans une moindre mesure, voire à l'Inde. Et ça s'accompagne d'une autre chose, parce que j'entendais l'intervenant précédent qui disait qu'on délaissait peut-être les intérêts en Afrique, ou en tout cas on était peut-être un peu négligent là-dessus. Il faut quand même souligner que depuis maintenant quelques mois, la France a mis au point une doctrine. Les forces armées françaises font ce qu'on appelle de la lutte informatique d'influence, et donc ne rechignent pas à combattre parfois avec les mêmes armes, ce qui peut d'ailleurs parfois occasionner des petits bugs ou des petits couacs, comme c'est arrivé l'année dernière où Facebook a identifié
quelques dizaines de comptes inauthentiques qui étaient en fait des comptes montés par les forces armées françaises pour essayer de contrer la propagande russe au Sahel. Donc on essaie un peu de jouer sur le même ring, on va dire, avec la difficulté évidemment qu'en France, on a les coudées un peu moins franches que dans la Russie de Vladimir Poutine. Merci beaucoup.